Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre en direct live à vos questions. C'est-à-dire que là, je suis sur mon interface YouTube, tous les commentaires auxquels je n'ai pas répondu et je vais répondre, je vais découvrir avec vous les derniers commentaires auxquels je n'ai pas répondu et je vais y répondre face à vous. Tout simplement, il va donc y avoir plusieurs sujets, peut-être banque, peut-être notaire, peut-être agence immobilière. Donc ça va être une vidéo peut-être un petit peu fouillon, mais qui va répondre concrètement à vos vraies questions. La première question, elle est de la part d'une personne qui s'appelle l'accordeur accordé. Bonjour Rodolphe, concernant ton dernier point, si je loue en meublé au régime réel, je peux faire du déficit foncier. Dans ce cas, cela fonctionne. Alors non, si on est au régime réel et qu'on loue meublé, on ne peut pas faire de déficit foncier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du déficit foncier, ça veut dire qu'on loue en nu. Lorsqu'on loue en nu, on génère des revenus fonciers. Lorsqu'on loue en meublé, on génère des BIC. On ne peut pas faire de déficit de BIC. On peut faire du déficit uniquement si on loue sous le régime foncier. Donc là, ma réponse c'est non, parce que lorsqu'on loue en meublé, on génère des BIC. On ne peut donc pas faire de déficit foncier en BIC. Question suivante, Emmanuel. Bonjour Rodolphe, avec le régime BIC microfoncier, a-t-on besoin d'un comptable pour la déclaration aux impôts? Non, pas besoin de comptable parce que lorsqu'on est en microfoncier, c'est excessivement simple. Tu prends la somme des loyers hors charge que tu as perçus, tu retires 30% et tu déclares 70% de la somme. C'est absolument tout. Il n'y a pas besoin ici de calcul d'amortissement, de report de charges, de déficit comptable, ce genre de choses. C'est extrêmement simple. Les régimes micro, BIC ou micro-foncier ne nécessitent pas la présence d'un expert comptable pour déclarer vos revenus imposables. Ensuite, Jojo. Bonjour, merci pour ces vidéos très instructives. J'ai une question concernant l'addition ou non d'une clause suspensive sur l'obtention du crédit de l'acquérant lors d'une vente. Pour avoir été échaudé avec cette clause avec l'acquéreur de ce bien, j'envisage de ne pas mettre cette clause suspensive pour la vente de cette nouvelle maison pour éviter les longueurs et incertitudes qu'on a trouvées à son dernier logement. Lorsqu'on a trouvé son dernier logement. Quel peut être le risque que j'encours? Le plus évident, bien sûr, je pense, c'est que désormais tout le monde achète avec un crédit, alors que faire? Alors moi, honnêtement, c'est sûr que si je dois vendre un bien immobilier et que j'impose à l'acheteur de ne pas mettre de clause suspensive d'obtention de prêt, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au lieu d'avoir 100 acquéreurs potentiels, je ne vais peut-être qu'en avoir que 4 ou 5. Et de manière générale, moi qui me positionne plus souvent dans la position de l'acheteur que dans la position du vendeur, je peux vous dire une chose, c'est que dans une vente, le vendeur y vend parce qu'il a besoin de vendre, souvent il est pressé, c'est urgent parce qu'il a peut-être une autre acquisition qui l'attend derrière qu'il n'a pas envie de perdre, tandis que l'acheteur, lui, il va simplement attendre d'avoir la bonne opportunité, mais souvent l'acheteur est beaucoup moins pressé que le vendeur. Et c'est ce rapport entre un vendeur pressé et un acheteur qui a le temps qui fait que c'est l'acheteur qui va dominer la transaction. Donc là, dans ce cas-là, retirer de la vente la clause suspensive d'obtention de prêt, ce n'est pas pour moi un bon point, sauf si en tant que vendeur, tu es en position de force et que là, du coup, c'est le vendeur qui est le maître du jeu. Donc, pour répondre clairement à ta question, quel peut être le risque que j'encours? Eh bien, c'est que tu risques de ne pas trouver d'acquéreur qui va acheter cash parce que là, tu ne m'as pas écrit dans ton message le montant de la transaction. Mais si tu vends ta maison 300 000 €, il y a très peu de gens en France, moins de 1% des gens qui vont avoir 300 000 € de cash à injecter dans leur bien immobilier. Donc, tu risques de te fermer beaucoup de portes. Ce que tu peux en revanche demander à ton notaire, c'est qu'il demande un certain nombre de refus de crédit à ton acquéreur pour être sûr et certain qu'il s'est vraiment décarcassé à trouver un crédit. Et également, avant de signer un compromis de vente, tu peux lui demander un accord de principe visible de sa banque. Donc, ce sont des choses qui vont te permettre de choisir un acquéreur plutôt qu'un autre, mais quoi qu'il arrive, si l'acquéreur veut se retirer de la vente, il pourra le faire quoi qu'il arrive, avec ou non versement d'indemnité d'immobilisation. Ensuite, question de Vanessa. Bonjour Rodolphe, merci pour cette vidéo. Peut-on meubler selon la liste légale et retirer certains équipements ou meubles à la demande du locataire pour les stocker ailleurs car la cave qui va avec le logement est humide et va dégrader les meubles? Alors effectivement, c'est vrai que souvent les caves sont humides et ce serait idiot d'aller mettre des meubles tout neufs dans une cave humide. Donc là, si le locataire vous donne son accord pour que vous retiriez un meuble de sa location pour les stocker chez vous dans votre garage ou dans un endroit qui est très sain, il n'y a pas de problème. Ce qui est impératif, c'est que lorsque vous allez signer l'état des lieux
de votre locataire. Donc c'est lorsque votre locataire rentre dans le logement et que vous faites toute la paperasse pour qu'il puisse être légalement le nouvel occupant de ce bien-là, eh bien, vous devez lister scrupuleusement la totalité du mobilier obligatoire pour justifier d'une location meublée. Et si le locataire veut retirer la table à manger parce qu'il préfère la sienne à celle que vous lui mettez à disposition, eh bien, qu'à cela ne tienne. Enlevez-la, mettez-la chez vous et puis lui, du moment que sur son état des lieux, c'est bien votre table et qu'il y ait des photos, je vous en supplie, prenez des photos. Aujourd'hui, c'est excessivement simple de prendre des photos, de les mettre sur un Google Doc, sur Drive que vous partagez. Comme ça, au moins, les gens ont un document. Il y a une trace comme quoi, à l'entrée du locataire, il y avait bien la totalité des meubles. Parce que si un jour, il y a un contrôle, entre nous, il y a de très faibles chances qu'il y ait un contrôle un jour. Mais si jamais il y a un contrôle, vous dites, bah, écoutez, moi, je l'ai loué comme ça, il ne veut pas de ma table, ce n'est pas de ma faute. Il n'empêche que dans le bail de location, il y a bien la totalité des meubles. Donc là, après, c'est le locataire qui se met en défaut. Donc honnêtement, c'est le genre de cas qui n'arrive absolument jamais. Mais oui, pour répondre à Vanessa, c'est tout à fait possible de stocker ailleurs qu'à la cave les meubles en trop. Ensuite, Léa, une petite question. À la retraite, pourrais-je mettre un de mes appartements en SCI et garder les autres en LMNP pour éviter de basculer en LMP avec la diminution de mon revenu? Oui, Léa, c'est tout à fait possible, sachant qu'il faudra faire attention parce que lorsque tu vas mettre un bien immobilier au sein d'une SCI, il y aura des frais de notaire à payer puisque tu ne seras plus la propriétaire de ce bien-là, mais ce sera bel et bien la SCI qui sera propriétaire de ce bien-là. Et attention parce que si ce bien-là est occupé par un locataire qui loue en meublé, si tu apportes ce logement meublé au sein d'une SCI à l'IR, elle a de très grandes chances de basculer à l'IS parce qu'une SCI peut rester à l'IR si moins de 10% de son chiffre d'affaires ne provient que de logements issus de location meublée. Donc si imaginons que ta SCI elle fait 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, eh bien c'est OK s'il y a 90 000 euros par an qui viennent de logements nus et 10 000 euros qui viennent de logements meublés. En revanche, si tu es à 20 000 euros de logement meublé pour 80 000 euros de logement nu, eh bien là, ça veut dire que le chiffre d'affaires du LMNP dans ton chiffre d'affaires global de SCI est de 20%. Donc là, non, ta SCI devra mécaniquement, automatiquement basculer à l'IS. Tu auras 5 ans pour revenir à l'IR, mais une fois le 5e anniversaire passé, ce sera absolument incompressible. Tu ne pourras pas revenir en arrière, ce sera définitif. Donc oui pour cette stratégie, mais attention à bien t'entourer de ton notaire lorsque tu le mettras en action. Question suivante, peut-on louer en colocation un appartement qui est conventionné ANA? Non, on ne peut pas louer en colocation un appartement qui est conventionné ANA pour deux raisons. Tout ce qui est conventionnement ANA, ça concerne la location nue. Souvent lorsqu'on loue en colocation, on loue en meublé. Mais quand bien même si vous vouliez faire une colocation nue, vous ne pourriez pas la faire avec l'ANA parce qu'avec l'ANA, vous avez un loyer plafonné. Donc, ça n'est pas la peine d'essayer de tirer 1 000 euros par mois d'un logement si le plafonnement dit que c'est uniquement 300 ou 400 euros. N'allez pas vous embêter avec 4 colocataires qui vont chacun payer 100 euros par chambre. Ce serait complètement inutile et ce serait en plus ridicule. Donc, faites attention à ça. Le conventionnement ANA, vous avez un plafonnement des loyers et vous avez l'obligation de louer en nu. Ensuite, lorsqu'on fait un acte en main, quel est le prix que l'on doit indiquer? Est-ce plus cher d'acheter un bien acte en main ou pas? Lorsqu'on fait un acte en main, on indique un prix tout inclus et on met le moins de détails possible. Et pour ce qui est de la deuxième question, oui, c'est un petit peu plus cher d'acheter un bien acte en main parce que si vous vous mettez d'accord pour, c'est toujours l'exemple de 100 000 euros pour acheter un bien immobilier avec un vendeur, ok monsieur le vendeur, sur 100 000 euros, je vais avoir environ 8% de frais de notaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner 108 000 euros le jour de la vente et avec les 8 000 euros en plus des 100 000, vous allez payer de votre côté les frais de notaire à ma place, entre guillemets. Sauf que là, dans ce cas-là, les frais de notaire seront calculés sur 108 000 et pas sur 100 000. Donc, vous allez payer 8% sur les 8 000 euros. 8 x 8, 64. Donc, on va arriver à 108 000 plus 640, ce qui nous fait 108 640 euros. Donc, dans le cas d'un bien immobilier qui est négocié au prix de 100 000 euros, faire un acte en main va vous coûter 640 euros en plus. Mais au moins, vous mettez toutes vos chances de votre côté pour ne pas avoir 8 000 euros à sortir de votre épargne pour l'injecter dans votre bien immobilier. Car, petit rappel, les banques qui vous feront toujours les meilleures conditions de crédit, c'est-à-dire 25 ans, quelques années de report d'échéance, etc., sont très souvent des banques qui ne financent jamais les frais de notaire.
Vous avez donc vraiment intérêt à faire un acte en main et à respecter scrupuleusement la méthode. Ensuite, Rémi me pose la question et ce sera la dernière. Bonjour Rodolphe, je compte transformer un bail de location nue en location meublée afin de bénéficier d'une fiscalité intéressante. Rémi, je te comprends. Aussi, les locataires perçoivent des prestations APL concernant des biens nus. En cas de contrôle fiscal, cela risque-t-il de poser un problème? Oui, Rémi, ça risque de poser un problème parce que le calcul des droits APL n'est pas aussi généreux en meublé qu'en nu. Donc, ton locataire devra reprendre à zéro toute sa prestation. Moi, honnêtement, ce que je te conseille, c'est lorsque tu as affaire à des locataires qui touchent les APL, c'est de ne pas changer le bail parce que tu risques de mettre ton locataire en difficulté, il risque de perdre ses APL et souvent, s'il perd ses APL, il n'aura peut-être pas les moyens de continuer à payer le loyer. Tu vas te retrouver donc avec un locataire qui va être en difficulté. Donc, tu vas être en difficulté, ton locataire également va être en difficulté. Donc vraiment, cette pirouette de basculer d'un bail nu à un bail meublé, ok, faites-le, mais pas avec des locataires qui touchent les APL. Donc voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre des vidéos de tous les sujets qui vous traversent l'esprit concernant l'immobilier. Je me ferai une joie de refaire une vidéo de ce même type-là d'ici quelques semaines. Et surtout, j'espère que vous n'avez pas oublié de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!